Une salle de bain mal conçue, c'est rarement une question de goût, mais souvent une question de méthode. Trop souvent, je vois des projets où le carrelage est magnifique, mais il n'y a eu aucune réflexion sur le plan électrique, ou alors les robinets ont été super bien choisis, mais la ventilation est catastrophique. Le résultat, c'est que ces salles de bain, elles sont belles en photo, mais en réalité, elles sont pas du tout agréables à utiliser et parfois même dangereuses. Aujourd'hui, je vous donne donc les règles d'or que j'applique systématiquement sur les projets de rénovation des salles de bain. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ninon Petraz, je suis architecte d'intérieur et au studio, on travaille avec les filles sur des projets de rénovation, de maisons, d'appartements, de coffee shop et de restaurants sur Paris, en Ile-de-France. On a même aussi des projets un petit peu plus loin. On est capable de vous accompagner sur des chantiers dans le sud de la France, en Bretagne, en Bourgogne ou où que vous soyez. Et justement, on a conçu pas mal de salles de bain ces dernières années. L'idée, c'est d'aller pousser le projet un petit peu plus loin en termes d'esthétique, en termes de confort, de fonctionnalité et surtout de sécurité. Donc si vous avez prochainement un projet de rénovation, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On vous met l'adresse de contact et le site internet juste ici. Avant même de dessiner un plan, il y a des questions que je pose systématiquement à mes clients et qui vont déterminer toute la conception. Combien de personnes vont utiliser la salle de bain et à quel moment de la journée? Parce qu'on ne va pas concevoir la même salle de bain pour une famille où tout le monde se lève à la même heure, il y a 3 enfants qui ont besoin de se préparer, qui sont pas encore autonomes, ou alors un couple qui utilise une salle de bain parentale avec des horaires décalés. C'est pas du tout les mêmes enjeux de conception. Dans le premier cas, il y a plus de contraintes, on va essayer de dédoubler les points d'eau, de pouvoir avoir une douche et une baignoire, éventuellement un WC séparé, d'avoir un double vasque pour permettre aussi une utilisation simultanée. Et dans le cas où vous n'utilisez pas la salle d'eau en même temps qu'une autre personne, on a plutôt des problématiques d'implantation de la salle d'eau dans la suite parentale pour qu'elle ne gêne pas la personne qui dort, mais c'est des problématiques totalement différentes. Bien évidemment, il y a aussi le sujet du rangement. Est-ce que cette salle d'eau, elle va accueillir votre buanderie? Dans ce cas-là, il va falloir aussi réfléchir à un espace de stockage et de tri du linge. Est-ce que vous avez beaucoup de produits? Est-ce que vous avez des appareils électroniques type sèche-cheveux, brosse à dents que vous allez devoir stocker, mettre à charger quelque part? Tout ça, ça doit être anticipé dès l'implantation et pas ajouté après coup, une fois qu'on a terminé la conception de la salle de bain et on va poser une étagère qui flotte au milieu de nulle part. Moi, je calcule toujours le volume de rangement nécessaire en fonction du nombre d'utilisateurs avant de dessiner l'implantation. Une fois qu'on a bien établi le cahier des charges avec vous, nous, ce qu'on s'occupe de faire, c'est les études d'agencement. On va retourner un peu toutes les possibilités dans tous les sens pour voir quelles sont les meilleures options, où est-ce qu'on obtient le meilleur combo entre circulation, fonctionnalité et rangement. En général, la salle d'eau, c'est une petite pièce, mais pourtant, parfois, on a 3 ou 4 options qui fonctionnent bien. Donc, je vous assure que même avec les contraintes d'arrivée d'eau et d'évacuation, on arrive à trouver des agencements hyper intéressants. Une fois qu'on a placé tous nos éléments dans la salle d'eau, qu'on a défini l'emplacement de la douche ou de la baignoire, du meuble vasque, éventuellement du sèche-serviette et des éléments de rangement, il va falloir réfléchir aussi au plan électrique. Lorsque vous faites des travaux d'électricité, vous devez de respecter la norme NFC 1500 et dans la salle de bain, c'est la seule pièce de la maison qui va être divisée par zone autour des points d'eau. On vous met un schéma juste ici pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu technique, mais pourtant c'est très important de comprendre tout ça. On a déjà ce qu'on appelle le volume 0 qui va être autour de la zone d'eau principale, donc à l'intérieur du baignoire ou à l'intérieur du receveur de douche. Ici, typiquement, il n'y a pas besoin d'électricité, normalement c'est pas un problème, sauf quand vous avez une baignoire ou un jacuzzi et que vous voulez de la lumière à l'intérieur. Dans ce cas, il va falloir respecter la norme IP65. Ensuite, on va avoir le volume 1, donc c'est tout ce qui est au-dessus du volume 0, donc en gros dans la douche ou dans la baignoire jusqu'à 2,25 m de hauteur. Là c'est pareil, on peut avoir envie d'avoir des spots qui se dirigent pile au-dessus de la douche ou d'avoir des LED autour de la baignoire. Il faut que ce soit totalement étanche à la vapeur d'eau et aux projections d'eau directe. Et ensuite on a le volume 2, donc là c'est 60 cm autour du volume 1. C'est là qu'on va plutôt agir avec des luminaires IP44. Ça paraît hyper technique, mais en fait c'est juste une norme que vous devez contrôler sur les appareillages électriques que vous achetez. Et ensuite, on a tout ce qui est hors volume, donc la zone d'eau plus 60 cm, donc tout ce qui se situe au-delà de ça. Ici, on est moins normé. Après, très honnêtement, moi, je mets quand même des appareillages IP44 à ces endroits-là. On peut mettre des prises classiques, mais faites quand même attention à ne pas mettre des prises classiques juste au-dessus d'un meuble vasque, ne pas mettre des prises trop basses non plus qui pourraient subir des projections d'eau. Ce que je vois très souvent aussi, c'est les lave-linges qui sont posés n'importe comment sur le sol à
proximité d'une baignoire. Ça, c'est totalement interdit. Faites vraiment attention. Ici, on parle de sécurité. Ça paraît être du bon sens, mais je vous assure que j'ai vu des folies parfois en arrivant chez des clients. Je vous raconte une anecdote, j'espère que la cliente elle va pas se reconnaître, mais un jour je suis arrivée chez une famille pour un projet de rénovation. Ils avaient fait des bidouilles d'électricité eux-mêmes et ils ont tiré un câble pour alimenter, il me semble, une arrivée électrique, enfin un point lumineux en fait au-dessus du meuble vasque, et pour ça ils ont tiré le câble tout autour de la douche, mais vraiment genre sous le rebord de la douche avec des petits colliers. Voilà, donc même si pour moi c'est du bon sens, je sais qu'on n'est pas tous dans le métier, donc faites attention s'il vous plaît, tout ce qui est électricité et sécurité, déléguez ça à des professionnels. Ensuite, le troisième point qu'il ne faut pas négliger, c'est la partie ventilation. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais pourtant ça va avoir un gros impact sur votre confort de vie derrière. Donc souvent quand on rénove des appartements, notamment sur Paris, soit on n'a pas de VMC, soit on a juste un vieil extracteur qui n'aspire plus rien. Essayez de bien vous renseigner, de regarder le règlement de copropriété. Est-ce que c'est permis de mettre une VMC? Est-ce qu'on a une gaine pour ça? Est-ce qu'on a une extraction de façade? Et pour ça, il y a aussi tout un raisonnement à avoir sur l'usage de la salle d'eau. On revient tout à l'heure à nos deux scénarios. Si on a une famille qui va utiliser intensivement la salle de bain avec plusieurs personnes d'affilée, évidemment ça va demander une ventilation de l'air qui est beaucoup plus puissante qu'une salle de bain d'invités qui va être utilisée 4 fois par an. Donc partez du principe qu'il faut absolument une ventilation, qu'elle soit mécanique ou motorisée dans une salle d'eau, et ensuite choisissez-la en fonction de la fréquence d'usage, pas forcément en fonction de la taille de la pièce. Et encore une fois, ne faites pas l'impasse sur ce poste de dépense, même si c'est pas très funky, il faut que votre salle de bain, elle puisse respirer. Ah, et puis je fais une petite aparté sur quelque chose qu'on place de plus en plus sur les chantiers, ce sont les patchs anti-buée à l'arrière des miroirs. Il y a plusieurs systèmes anti-buée, il y en a qui sont fournis directement avec des miroirs dans le commerce, mais il y a aussi des patchs que vous pouvez acheter indépendamment, qui se branchent sur une sortie de fil, donc une arrivée électrique à l'arrière du miroir. Du coup, c'est compatible avec des très grands miroirs. Et ça, c'est pareil, je vous assure que c'est quand même un confort au quotidien de ne pas avoir son miroir rempli de buée dès qu'on sort de la douche. On va maintenant parler des revêtements et de leur résistance à l'humidité. On a vu sur l'électricité que la salle de bain, elle est traitée en différentes zones, en différents volumes. Et généralement, on a le même niveau de réflexion sur les revêtements. J'aime bien séparer la zone humide de la zone sèche. Donc zone humide, baignoire ou douche. Et la zone sèche, c'est là où on va avoir éventuellement le lavabo et les rangements, le sèche-serviette, le petit banc, le panier à linge. Tout ça où il n'y a pas de grosse projection d'eau directe. Spontanément, dans une salle de bain, on va se diriger vers le carrelage, mais pour autant on n'est pas obligé de carreler la salle d'eau du sol au plafond. Le carrelage, c'est bien dans la zone humide, moi c'est ce que je privilégie, même s'il y a d'autres choses aujourd'hui, d'autres types de revêtements qui sont tout à fait adaptés. Je pense notamment au béton ciré, lorsqu'il est bien fait, qu'il est posé par un artisan compétent, ça peut être hyper agréable et surtout très facile d'entretien. On a aussi tous les revêtements en polypropylène, notamment les panneaux au rack, on vous met quelques visuels ici, qui peuvent fonctionner dans les cabines de douche ou même dans les zones sèches. On a aussi les parquets exotiques comme le teak ou le bambou qui sont hyper adaptés à des salles de bain. D'ailleurs en ce moment on fait une super salle d'eau avec un joli parquet en teak. Je vous montrerai des photos quand ce sera terminé. Faites attention quand même aux normes d'adhérence et aux normes UPEC qui sont là pour vous guider sur la résistance à l'eau et la résistance aux produits chimiques. Ce qui fonctionne bien généralement, c'est traiter quand même la partie humide dans un carrelage en montant le carrelage le plus haut possible. Moi pour des raisons d'esthétique, j'aime bien le monter jusqu'au plafond et de pas avoir le carrelage à 2/3 du mur. Et généralement la zone sèche, je la traite plutôt en peinture. Bien sûr des peintures lessivables avec 10% de brillance qui seront adaptées à l'humidité. C'est pas forcément un besoin de carreler à cet endroit-là. Si vous le faites, c'est plus pour des raisons esthétiques. En revanche, il y a des matériaux que je n'utilise pas du tout dans les salles d'eau. Il y a souvent plein de trucs innovants qu'on voit débarquer du jour au lendemain, soit des néo-matériaux un peu écologiques, on n'a pas assez d'expérience pour utiliser ces choses-là. Et aussi tout ce qui est papier peint, même si c'est certifié pour les salles de bain, moi franchement je vais pas là-dessus, j'engage pas mon assurance et ma responsabilité sur ce type de produit. Évidemment sur tous les choix de matériaux vous allez avoir différents niveaux de gamme, vous n'êtes pas obligé de prendre du haut de gamme partout. Mais dites-vous quand même que tout ce qui est soumis à l'humidité, ça pardonne pas. Donc faites attention quand même sur les peintures et également sur les revêtements des meubles, de prendre des stratifiés, des mélaminés ou des MDF hydrofuge qui sont bien traités pour l'humidité.
Une fois que le programme d'usage est défini, qu'on a bien calé notre agencement, que le plan électrique est aux normes, il va falloir aussi faire des choix esthétiques, donc en termes de couleurs et de motifs. Honnêtement, on va pas surintellectualiser non plus les choix esthétiques d'une salle de bain. Il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de directions possibles. Je vous mets ici quelques visuels de salles d'eau sur lesquels on a travaillé récemment. Ici, on a la salle de bain d'Acacia, donc vous avez uniquement les élévations parce que le chantier a été terminé la semaine dernière et on va faire les photos dans quelques jours. On est sur une base qui est claire, qui est vraiment minérale, du blanc cassé, du bois, des effets chepodigré, donc c'est un carrelage avec des petits agrégats à l'intérieur que je trouve très sympa. Donc c'est une salle de bain qui est assez sophistiquée, mais vous pouvez voir qui est plutôt dans les tonalités neutres. On a aussi un projet qu'on démarre à la rentrée, c'est le projet Saint-Maur. On est sur une salle d'eau microscopique et pourtant la cliente s'est fait plaisir avec des choix audacieux et ludiques. Vous pouvez voir, on a un joli calpinage de mosaïque au sol dans les tons bleu, bordeaux et blanc. Et on va retrouver ces tonalités sur le plan vasque et également dans la douche. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez une petite surface qu'il faut tout faire en blanc pour agrandir l'espace. Ça, c'est la pire erreur à faire. N'hésitez pas à aller sur des choix, sur des partis pris audacieux. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Ici, on a également le projet Chalette qui est en cours de travaux actuellement. Donc, je vous montre uniquement les 3D. On a une grande salle de bain familiale, donc pour les enfants. On a traité en bordeaux et en travertin. Donc, on est vraiment sur une ambiance assez profonde, assez intense. Là aussi, c'est un choix audacieux, mais je trouve que ça correspond plutôt bien à la personnalité de nos clients. Et je vous montre une dernière salle de bain. Là aussi, c'est un chantier qu'on démarre tout début septembre. J'espère pouvoir vous le montrer quand ce sera terminé. Ici, on est un peu sur une salle de bain bigou avec un vert que j'appelais le vert Lacoste parce que je savais pas trop comment le définir. Et à côté, on a un bleu ciel assez vibrant. Et là, il y a un contraste intéressant qui se fait au niveau de la couleur. Mais pourtant, hormis la couleur, il n'y a pas de grand parti pris esthétique. On va aussi avoir un petit jeu avec les joints puisqu'on va travailler sur les couleurs opposées à chaque fois. Et à mon avis, cette salle de bain qui est déjà baignée de lumière, elle risque d'être très confortable à utiliser. Je fais aussi un petit aparté sur l'éclairage, même si je vais pas rentrer dans le sujet en profondeur. Comme dans toutes les pièces, je recommande d'avoir 3 strates d'éclairage dans la salle de bain. Donc on va avoir notre éclairage général. Ça, encore une fois, c'est des choix qui sont personnels. Il n'y a pas de vrai et de faux. C'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos habitudes. On va aussi avoir besoin d'un éclairage fonctionnel, donc plutôt au-dessus du miroir. Ça peut être du LED, ça peut être des appliques, ça peut être des suspensions qui tombent sur le côté. Attention quand même, parce que en fonction de là où est la source de lumière, ça va pas éclairer votre visage de la même manière. Par exemple, un éclairage juste au-dessus, ça va faire une lumière un petit peu plus plombante. Si vous mettez 2 éclairages sur les côtés, généralement ça va éclairer votre visage de manière plus diffuse. Et ici, on fait attention, pas de lumière chaude. J'adore les lumières chaudes, j'en mets partout. Mais dans les salles de bain, on est plutôt sur de la lumière du jour, donc aux alentours de 3700 Kelvin. Pour un rendu qui est fidèle aux teintes de la peau, comme ça vous évitera de sortir dans la rue avec le visage orange. Et voilà, si vous pouvez et que vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un petit éclairage d'ambiance en plus, mais dans la salle de bain il est plutôt facultatif. Voilà, c'en est tout pour mes conseils pour concevoir une salle de bain dans les normes, qui est fonctionnelle, qui est esthétique et surtout qui est durable. Je pense que j'ai encore plein d'idées, plein de conseils à vous donner, mais à mon avis ça suffit pour aujourd'hui. Donc pour récapituler un peu les règles d'or dont je vous ai parlé, on a le programme d'usage, qui va utiliser cette salle de bain, à quelle fréquence, à quel moment dans la journée, et ça se définit avant de faire le premier trait sur un plan. Ensuite, on a parlé du plan électrique. Bien évidemment, on le conçoit dans les normes. On fait un plan électrique et un plan d'éclairage qui est fonctionnel. On n'a pas besoin d'une machine de guerre dans une salle de bain. Encore une fois, faites-vous accompagner par un pro pour cette étape. On a aussi parlé de la ventilation, le point qui est souvent oublié mais pourtant qui est primordial pour une salle de bain confortable à long terme. Au niveau des revêtements, faites bien des choix en fonction de l'exposition à l'eau de chaque revêtement. Donc ma petite astuce, c'est de traiter la zone humide et la zone sèche de 2 manières différentes. Après, voilà, comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui fonctionnent. Faites-vous plaisir. Écoutez vos goûts, votre instinct. L'idée, c'est de ne pas avoir la même salle de bain que tout le monde. Et ensuite, on a parlé couleur et lumière. Pour moi, c'est 2 points qui se réfléchissent ensemble. Comme je vous rappelle souvent, la lumière a un énorme impact sur la couleur. Donc pensez bien à regarder toutes les peintures et les revêtements en fonction de la lumière de votre espace. Une salle de bain réussie, c'est pas forcément une question de style, c'est surtout une question d'ordre. Les choses, elles doivent être bien pensées dans le bon sens. Les besoins d'usage, la technique d'abord et ensuite l'esthétique, jamais l'inverse, attention. Donc si vous êtes en train de penser votre projet de salle d'eau, n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire, dites-nous à quelles étapes vous en êtes. Généralement, ça crée des discussions assez intéressantes entre vous en commentaire. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt.